Le système politique de Hong Kong se rapproche de plus en plus d'un État totalitaire communiste. Un ancien politicien s'exprime sur le sujet. Nous regardons en arrière vers l'histoire de l'ancienne Chine pour observer comment les anciens combattaient la tyrannie. Un haut fonctionnaire chinois admet que la Chine a un sérieux problème de chômage. Il dit qu'une personne sur 7 n'a pas de revenus stables. Et dans quelques jours, l'administration Biden tiendra sa première réunion de haut niveau avec la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Hong Kong se rapproche d'un pas de plus vers l'emprise du Parti communiste chinois. C'est après que le parti a décidé de réformer le système électoral de Hong Kong. 2900 voix pour et 0 contre pour des mesures visant à réformer le système électoral de Hong Kong. L'Assemblée nationale populaire de la Chine est désormais accusée d'être un parlement d'approbation automatique, et ce, après avoir adopté la motion sans aucune objection. Les nouvelles mesures électorales garantissent que les fonctionnaires de la ville soient des patriotes approuvés par Pékin, c'est-à-dire des personnes fidèles au PCC. Certains disent que cette mesure pourrait également conduire à l'élimination de l'opposition politique au sein du gouvernement de Hong Kong. Ces changements renforcent encore l'emprise de Pékin sur Hong Kong après l'adoption l'année dernière d'une loi radicale sur la sécurité nationale de la ville. Certains critiques ont même déclaré que la démocratie à Hong Kong était terminée. Ted Hui, ancien politicien de Hong Kong, affirme que la ville est désormais un centre de détention magnifié. Hong Kong is a large detention center now. Now all those who speak up will be suppressed, will be thrown to jail. So we bear. Il a expliqué que la seule façon pour Hong Kong d'échapper à sa situation actuelle est d'obtenir un soutien international. With the new legislation allowing Beijing to do political vetting on candidates. So it's basically a total elimination of political participations by any Democrats or dissidents. So it's hard to take it to the streets anymore because with the national security law, the police would only arrest people and send them to jail very easily. And it can be unwise to take that risk. So now we've only got left with international lobbying. That's what I'm trying so hard to work on. Pékin déclare souvent que l'implication des autres pays concernant Hong Kong est une ingérence dans ses affaires internes. Mais M. Hui voit les choses différemment. I think any issues on human rights and on crackdown on protests and for police brutality, these issues are universal issues because it involves universal values. So any nations, any citizens in the world has the standing to speak up against these. And I believe that Hui a fui Hong Kong pendant la répression de Pékin. Le gouvernement australien lui a accordé une exemption pour visiter le pays. Cela s'est produit dans le contexte d'une tournée mondiale visant à obtenir un soutien pour une action plus ferme contre le régime chinois. Le PCC a admis que la Chine communiste existe séparément de la culture et de l'histoire chinoise. Nous explorons comment le régime communiste actuel serait évalué selon la culture chinoise ancienne. Le PCC utilise souvent ce qu'il appelle la condition nationale spéciale de la Chine pour justifier son régime totalitaire et la répression des dissidents. Mais à travers les milliers d'années d'histoire de la Chine, le droit de se rebeller contre un dirigeant injuste trouve ses racines dans les pensées traditionnelles classiques. Sun Yat-sen a été le fondateur de la première République démocratique d'Asie. Il a établi la République de Chine en 1912. Le gouvernement de la République de Chine s'est ensuite déplacé à Taïwan en 1949. Et les communistes chinois ont pris le contrôle de la Chine continentale. Sun attribue son principe de démocratie en partie à la pensée traditionnelle chinoise. Ces phrases traditionnelles disent des choses comme « le ciel voit avec les yeux de son peuple, le ciel entend avec les oreilles de son peuple et le peuple est d'une importance suprême. Le souverain vient en dernier ». Dans la Chine ancienne, la source de la légitimité d'un empereur venait du ciel. C'est ce qu'on appelait le mandat du ciel. Mais ce n'était pas un privilège inconditionnel. Selon ces principes, le ciel impose au souverain le devoir d'être vertueux et de mettre en œuvre une gouvernance bienveillante. Cela implique de soulager la population des lourdes charges fiscales et des châtiments brutaux. Si le dirigeant n'est pas vertueux et agit cruellement envers son peuple, celui-ci a le droit de le destituer. Le classique confucéen Zhou Zhuan contient un passage sur le peuple d'un royaume qui chasse son roi. Le ciel aime tellement son peuple, comment peut-il permettre à une seule personne de faire du mal au peuple et de le priver de ses moyens de subsistance? Il ne permettrait pas que cela se produise longtemps. Comment un tel dirigeant ne pourrait-il pas être chassé?
De même, le deuxième sage du confucianisme, Mencius, a également approuvé le fait de se débarrasser du brutal roi de Zhou. Le roi mettait en œuvre de lourds impôts pour financer son style de vie extravagant et torturait les gens pour satisfaire sa méchante épouse. Mencius a indiqué que Zhou n'est plus un roi lorsqu'il est injuste. Zhou a ensuite été tué par l'un de ses subordonnés. Lorsque quelqu'un a demandé à Mencius ce qu'il pensait du meurtre de Zhou, Mencius a répondu: celui qui détruit le principe de bienveillance est un voleur. Celui qui détruit le principe de la droiture est appelé bandit. Un voleur ou un bandit est juste un homme. J'ai entendu dire qu'un homme nommé Zhou a été éliminé. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait tué un roi. Le mandat du ciel a permis le remplacement des dynasties dans toute la Chine ancienne. Lorsque l'empereur devient corrompu et inapte à gouverner, le peuple se soulève et affirme qu'il n'est plus légitime et que le ciel ordonne son élimination. Lorsque le peuple s'est soulevé contre l'ancien tyran de Qin, de nombreux érudits confucéens ont rejoint l'armée. Un descendant de Confucius est mort dans la bataille contre le tyran. Les personnes qui se soulevaient pour résister à l'empereur pouvaient remplacer l'empereur, sans avoir besoin d'être de sang royal. Certaines dynasties chinoises ont été fondées par des paysans ou des hommes d'origine commune. L'idée de se rebeller contre un souverain injuste se reflète également dans la culture populaire de la Chine ancienne. Au bord de l'eau est l'un des 4 grands romans classiques de la littérature chinoise. Il est également traduit par les hors-la-loi du marécage. Il raconte l'histoire de plus de 100 bandits qui se soulèvent contre des fonctionnaires corrompus pendant la dynastie Song. Ces personnages sont des rebelles dans le style de Robin des Bois. Certains sont des fonctionnaires lésés et trahis par des gouvernements corrompus. D'autres sont des ouvriers. Ils ont été contraints de devenir des hors-la-loi car le système judiciaire du monde séculier était corrompu et injuste. Et ils ont reçu la mission de faire respecter la justice au nom du ciel plutôt que d'observer les lois existantes. Leur courage et leur sens de la droiture ont une profonde influence sur la compréhension de la justice dans la Chine ancienne. Un haut responsable du PCC admet que la Chine est confrontée à un grave problème de chômage. Lors d'une réunion annuelle du PCC, le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que les perspectives d'emploi étaient encore sombres cette année. Il dit que 200 millions de personnes sont dans ce qu'il appelle des emplois flexibles. C'est presque un Chinois sur 7. Le PCC a inventé le terme emploi flexible. Il fait généralement référence à des emplois temporaires, à temps partiel ou à court terme. À première vue, cela peut ressembler à du travail en freelance, mais en réalité, la plupart des Chinois qui occupent un soi-disant emploi flexible ont un revenu relativement faible. Il leur est également difficile de trouver un emploi stable, surtout pendant la pandémie. Mais comme le régime considère l'emploi flexible comme un emploi, ces personnes ne sont certainement pas incluses dans les statistiques du chômage. Li souligne également que la population en âge de travailler augmentera de 14 millions cette année. Cela inclut 9 millions de diplômés de l'enseignement supérieur, ce qui constitue un record. Près de 300 millions de travailleurs migrants auront également besoin d'un emploi. Dans quelques jours, l'administration Biden tiendra sa première réunion de haut niveau avec la Chine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken prévoit de discuter de la menace que représente Pékin pour les États-Unis. Il a également nommé des mesures pour arrêter le génocide en cours de la Chine. Le secrétaire d'État Anthony Blinken rencontrera des responsables chinois le mardi 18 mars en Alaska. Il s'agit de la première réunion de haut niveau en personne entre les États-Unis et la Chine sous l'administration Biden. Blinken a l'intention de soulever des questions qui préoccupent les États-Unis et il affirme qu'il ne s'agit pas d'un dialogue stratégique. This is an important opportunity for us to lay out in very frank terms the many concerns that we have with Beijing's actions and behavior that are challenging the security, the prosperity and the values of the United States and our partners and allies. Outre les préoccupations que les États-Unis ont à l'égard de la Chine, Blinken a indiqué qu'ils parleront également de la concurrence afin de s'assurer que les entreprises et les travailleurs américains bénéficient de conditions de concurrence équitables. Il examinera également s'il existe des possibilités de coopération. Blinken a déclaré qu'il s'en tenait à la description de la Chine faite par l'administration Trump, à savoir qu'elle commet effectivement un génocide. Lors de l'audition du Congrès de mercredi dernier, il a nommé un certain nombre de mesures pour lutter contre cela. Going forward to include for those directly responsible for acts of genocide, gross human rights violations, sanctions, visa restrictions, etc. Dans un récent discours, Blinken a décrit la Chine comme le seul pays ayant le pouvoir de défier sérieusement le système international stable et ouvert. Le leader républicain de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul, a réaffirmé ce point de vue en déclarant que le Parti communiste chinois ne peut être traité comme un adversaire ordinaire. We also know the CCP wants to re-engineer the world. Xi promotes his Marxist ideology as a better way than democracy.
Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, se joindra à la réunion de Blinken avec le plus haut diplomate chinois, Yang Jiechi, et le conseiller d'État Wang Yi. La réunion fera suite au premier voyage à l'étranger de Blinken au Japon et en Corée du Sud. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. Prenez soin de vous et à bientôt.